Bonsoir et bienvenue à cette webconférence en ligne sur la thématique du burn-out. Comment prévenir le burn-out? En fait, il s'agit d'un sujet que je rencontre très souvent en cabinet. J'ai de plus en plus à accompagner des personnes qui sont en phase d'épuisement ou qui ont déjà fait un burn-out. Également lors d'accompagnement pour la reconversion professionnelle, des personnes qui ont fait des burn-out. Et je rencontre également de plus en plus, lors de mes formations professionnelles en pratique naturelle de santé, notamment, eh bien, des personnes qui ont également été sujets à un burn-out. Alors, bien sûr, on a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Nous avons à peu près 25% des personnes qui sont en arrêt de longue maladie par rapport à une souffrance psychologique ou trouble mental. Il y a à peu près 35-36% de personnes en France, de travailleurs qui ont déclaré avoir fait un burn-out. On atteint 50% dans la population des chômeurs. Et les femmes seraient également un peu plus sujettes à ce phénomène, puisqu'elles sont au-delà de la moyenne, elles sont autour de 39%. Donc ce soir, nous allons parler de ce phénomène, nous allons essayer de comprendre comment tout cela se met en place à partir du stress, des émotions. Qu'est-ce que le burn-out, la différence avec la dépression? Et puis également, eh bien, quelques pistes pour prévenir le burn-out. Alors, je vais passer mes slides pour pouvoir suivre cette conférence. Je vais faire mon partage d'écran à partir de mon PowerPoint, de façon à ce que tout le monde voie bien. Voilà, donc je suis Patrick Lelu, je suis praticien de santé, formateur et conférencier. J'accompagne d'une façon générale en cabinet, à distance également par Skype, notamment avec la méthode EFT, et j'anime différentes formations en pratique naturelle de santé, en pratique naturopathique, et en entreprise, et également dans le cadre de DPC. Donc, comment prévenir le burn-out? Alors, tout d'abord, je rappelle pour les personnes qui ne me connaissent pas les 5 piliers sur lesquels je m'appuie pour l'accompagnement de mes patients et clients. J'ai 5 piliers bien précis que sont l'alimentation, la nutrition. Je fais bien une différence entre les deux, entre l'aliment et le nutriment, la condition physique, la respiration et les émotions. Ce sont donc les 5 piliers sur lesquels je m'appuie pour être bien ancré. Ces 5 piliers sont en lien direct avec le stress. Selon comment on se situe dans ces 5 thématiques, eh bien, on va développer plus ou moins de stress. Et ce stress va pouvoir déboucher sur la dépression ou le burn-out. Et parfois même, dans les cas les plus sévères, sur les deux à la fois. Voyons maintenant le stress. Alors, la définition du stress, on la connaît maintenant depuis longtemps. On s'est la définit comme étant un syndrome général d'adaptation, c'est-à-dire que le stress est vital, on ne peut pas s'en libérer, on en a besoin pour vivre. La seule chose, c'est le surstress. Ce sont les éléments qui sont en permanence stresseurs, qui vont être vraiment délétères. Donc, ce syndrome général d'adaptation, c'est l'adaptation de l'organisme face à différentes situations, des situations d'agression physique ou psychique, et qui sont donc des stresseurs. Mais encore une fois,
le stress est vital parce qu'il peut nous sauver la vie lorsqu'il est ponctuel. Si on est stressé par quelque chose comme un bruit qui nous fait sursauter et qui peut nous sauver la vie, en l'occurrence si par exemple eh bien, c'est un coup de klaxon face à un véhicule qui passe sur la route et nous sommes en train de regarder nos SMS sur le portable en traversant, eh bien, ce bruit, ce coup de klaxon va nous avoir créé un stress, mais il nous a sauvé la vie. On va voir ces différentes phases, justement, dans le stress et les phases qui sont délétères. Il y a en fait 3 grandes phases selon la courbe de Célie. Donc, il y a la phase dite d'alarme qui dure moins d'1 heure, c'est celle dont je viens de parler, le coup de klaxon, on traverse la route, tout de suite on est stressé, mais immédiatement, grâce à cette décharge hormonale, cette réaction immédiate avec la mise en fonction de notre système sympathique, eh bien, on va pouvoir se mettre à l'abri. Et ensuite, on va pouvoir continuer et se récupérer et ne plus subir ce stress. Bien sûr, dans ce cas-là, il est bien en deçà d'1 heure. Par contre, lorsque on dépasse 1 heure et jusqu'à 1 mois, lorsque on n'arrive pas à s'adapter, eh bien, on va passer en phase dite de résistance. Donc, on va continuer à avoir un système sympathique qui va plus ou moins s'emballer. Le parasympathique ne va plus vraiment faire son travail pour la récupération. Et ce que j'appelle moi le dopage énergétique, donc la stimulation hormonale, notamment au niveau cortisol, adrénaline, va perturber. Et cela, si jamais cela dépasse 1 mois, eh bien, ça va nous faire apparaître la phase d'épuisement. La phase suivante, c'est l'épuisement. Au-delà d'1 mois, on passe dans cette phase et c'est là que eh bien, les gros problèmes vont commencer et c'est là que eh bien, on va pouvoir toucher la problématique de la dépression ou du burn-out. Et puis, si eh bien, on n'est toujours pas adapté, c'est la porte ouverte aux différentes pathologies. J'ai rajouté d'ailleurs une dernière étape qui est celle de la mort. On peut effectivement mourir de stress. Donc voilà les différentes phases. Et c'est au niveau de la phase épuisement c'est surtout cette phase-là qu'il faut éviter d'atteindre. Et donc, tout faire pour contenir son stress. Le gérer, voire mieux, se libérer de ce qui procure le stress. Ça, on va pouvoir l'aborder en fin de conférence. Voilà, donc cette phase d'épuisement, au-delà d'1 mois, c'est là que on ouvre la porte de la dépression, du burn-out. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport au stress? Il faut savoir que le cerveau constitue environ 2% de la masse corporelle et utilise environ 20% d'énergie, et cela d'une façon régulière, qu'il soit actif ou au repos. Alors, c'est là, c'est ce qui peut d'ailleurs surprendre, c'est que lorsqu'on est en grande fonction cérébrale, lorsqu'on est en apprentissage, lorsqu'on est en travail intellectuel, eh bien, on va avoir une débauche d'énergie identique à celle lorsque on est au repos. Voilà une coupe du cerveau avec les 3 grandes parties, la partie reptilienne, limbique et le cortex avec le lobe préfrontal et le lobe occipital. Tous les souvenirs de notre vie sont emmagasinés au niveau de la partie limbique et d'ailleurs c'est là qu'il y a cette petite amygdale qui fait office de frontière lorsqu'une nouvelle information, lorsqu'une situation se met en place dans notre vie, eh bien va comparer avec la banque de données et elle va nous mettre soit en mode danger,
ou soit en mode non-danger. Donc, si elle nous met en mode danger, eh bien, c'est tout de suite les réactions de stress qui se mettent en place. On a la stimulation de notre système hormonal, donc cortisol, adrénaline qui est tout de suite relargué avec l'activation donc du sympathique. S'il n'y a pas de danger, eh bien, on a accès au raisonnement et on peut continuer à réfléchir et à penser normalement. Et il y a la partie également qui se situe au niveau donc du cortex préfrontal, cette partie liée à la pensée, à la planification, au raisonnement, et la partie au niveau du lobe occipital, qui sont en fait en liaison avec ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Alors, quand on regarde ces deux pôles, avec la partie limbique où il y a les souvenirs qui se font dans l'action, c'est-à-dire que si je suis en train de marcher dans la rue et puis que mon regard se porte sur une personne qui me rappelle quelqu'un avec laquelle j'ai eu des gros ennuis ou une rupture ou quoi que ce soit, eh bien tout de suite, je vais me mettre en mode de stress, comme si je revivais la même scène, alors que la personne n'y est pour rien. Mais comme je n'ai plus accès au raisonnement, puisque l'amygdale a fait sa partie, a envoyé toutes les informations au niveau de mon organisme pour que je me mette en mode défense par rapport à cette supposée agression, qui n'en est pas une, bien sûr, mais comme je ne peux pas raisonner, donc je suis en mode de stress. Et là, c'est ce que j'appelle, moi, le souvenir dans l'action. Ça fait partie, donc, du fonctionnement cérébral qui peut être en liaison avec la pleine action. Par contre, le réseau de mode de par défaut fonctionne lorsque on est en mode repos, lorsque le cerveau est en mode repos. Et là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a ce que j'appelle l'imaginaire au repos. Et cet imaginaire, il est en liaison donc avec, je le disais tout à l'heure, le lobe préfrontal et le lobe occipital, qui sont tout de suite en liaison avec, pour l'un, les souvenirs négatifs, c'est-à-dire que le lobe occipital va nous ramener par rapport au passé, par rapport à des événements produits et qui nous ont impactés négativement. Et puis, le lobe préfrontal, quant à lui, eh bien, il va nous amener par rapport au futur négatif. Et ça, c'est logique. À partir du moment où j'ai une pensée qui me ramène à quelque chose qui soit passé dans le passé négativement, eh bien, je vais l'imaginer de la même façon dans mon futur. Donc, dans ce présent où je suis en repos, eh bien, finalement, mon cerveau, on l'a vu tout à l'heure, fonctionne à la même vitesse, avec la même débauche d'énergie que lorsqu'il est en fonction. Et pendant ce temps-là, eh bien, alors que je pourrais me dire, eh bien, je vais pouvoir récupérer, me mettre en repos, eh bien non, je vais pouvoir, là encore, me mettre en défaut, pour ça on appelle le réseau de mode par défaut, qui va me faire revivre des peurs sur le futur. Alors ça, c'est bien sûr la grosse problématique, et on verra également en fin de conférence eh bien, comment on peut intervenir là-dessus. Continuons avec le stress. Alors, par rapport au niveau limbique, il suffit que vous vous concentriez sur cette image, sur ce citron, et il faut savoir que le stress est en liaison avec les 5 sens, eh bien, il y a de grandes chances que vous ressentiez ce goût acide, ce goût de citron que l'on connaît, rien que en visualisant, en focalisant donc votre attention sur cette image, sur ce citron. Est-ce que vous ressentez cette sensation d'acidité, ce goût de citron que vous avez dans la bouche? Le stress, lorsqu'il est en mode délétère, lorsqu'il a passé la phase dite de résistance, eh bien, il a des effets négatifs sur le corps. On va avoir des effets au niveau gastrique, au niveau de la peau, au niveau cardiovasculaire, au niveau intestinal. D'ailleurs, la boule au ventre, ça, tout le monde connaît bien. Et puis également
des maux de tête, migraines et autres. Donc, on connaît bien la liaison entre le stress et les effets physiologiques qui en découlent. Lorsque le stress est dit pathologique, cela est vrai lorsqu'il y a 3 critères précis, c'est-à-dire que tout d'abord, le stress est répétitif. Bon, s'il est répétitif, on comprend bien qu'on arrive en phase d'épuisement. Il est inévitable, voilà, ça, on ne peut rien y faire. Et enfin, il est bien sûr indésirable. Voilà. Lorsque nous sommes face à des événements qui sont donc répétitifs, inévitables, indésirables, on peut dire que là, on a des grandes malchances d'être dans le stress pathologique. Alors vous, par rapport à tout ça, où en êtes-vous par rapport au stress? Vous pouvez déjà faire une première analyse par rapport à ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Alors, dans votre vie, au niveau personnel et au niveau professionnel. Voyons maintenant le cadre de référence, parce que le stress, il est en liaison directe avec ce que j'appelle le cadre de référence ou ce que vous pouvez-vous appeler, vous connaissez peut-être le terme de système de croyance. C'est la même chose parce que notre cadre de référence, il est construit à partir de tout ce que nous avons appris, expérimenté dans notre vie. Donc cela est bien emmagasiné et c'est à travers de ce cadre de référence que l'amygdale va pouvoir contrôler si je suis en danger ou pas. Mais va contrôler d'une façon qu'on pourrait dire arbitraire, parce que physiquement, on peut ne pas être en danger, mais l'amygdale considérait que nous sommes en danger. Cela, c'est pour notre survie. Alors, par rapport au cadre de référence, qui est unique, chacun possède son propre cadre de référence, eh bien, on va tous agir, décider en fonction de son propre système de croyance, et c'est donc ce que l'on va défendre bec et ongle. Parce qu'on va même l'imposer aux autres, pensant que ce que nous pensons nous, ce que nous avons vécu nous, eh bien, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'on ne connaît pas autre chose du reste. Voilà, j'aime bien cette image. Vous la revoyez souvent parfois passer dans les réseaux sociaux, mais j'adore. Parce qu'on voit bien qu'à travers une même situation, eh bien, on peut avoir 2 prismes différents. Selon où je me situe dans la scène, eh bien, je vais voir 2 choses différentes. Donc, 2 personnes, selon l'endroit où elles se trouvent, selon donc ce qu'elles ont vécu, eh bien, 2 personnes auront des pensées, des images, des réflexions totalement différentes. Et toutes les 2 eh bien, auront leur propre réalité. C'est ce que cette image nous révèle. Alors, le cadre de référence, il est en lien avec la nouveauté, bien sûr, parce que lorsque on rencontre dans la vie des événements, des personnes, tout ce qui est donc nouveau, eh bien, ça paraît suspect et on n'est pas du tout habitué. Et une fois confronté avec notre système de croyance, eh bien, on peut même craindre, avoir peur de ce que l'on ne connaît pas, avoir peur de la nouveauté. C'est pour ça que, eh bien, cette peur du futur, elle est souvent prégnante. Et ces croyances, eh bien, sont hyper puissantes. Elles peuvent être dévastatrices. Ce cadre de référence façonne donc notre comportement. Nous avons tous notre propre comportement, notre personnalité créée à travers ce cadre de référence, à travers notre système de croyance. Et c'est à travers ce comportement que nous allons fonctionner, que les autres vont nous percevoir. Et comme disait Einstein, il est plus difficile de désintégrer une croyance qu'un atome. C'est pour cela que convaincre quelqu'un qu'il a tort ou qu'il puisse changer d'idée, d'avis, eh bien, c'est mission quasi impossible. Par contre, l'amener à ce qu'elle se convainque par elle-même, oui, ça, c'est possible. Abordons maintenant
les émotions. Après le stress, les émotions, puisque les émotions sont en lien direct avec le stress. Toutes ces émotions qui nous perturbent, en fait, elles naissent à partir de pensées, de souvenirs. On a vu tout à l'heure par rapport au système limbique, par rapport à l'amygdale. Donc, on va se concentrer et cela va perturber également le système énergétique. Aujourd'hui, on connaît bien le lien entre le côté émotionnel et le système énergétique. Donc, tout malaise physique ou psychologique, en fait, c'est le résultat d'un dérèglement du champ énergétique corporel. Ça, c'est ce qui est bien déterminé, on connaît bien ce phénomène. Donc, on a cet impact qui est là. Comment ça se passe? Eh bien, il suffit de se souvenir d'une expérience. Alors, quand on dit se souvenir, encore une fois, ce sont les 5 sens qui sont en éveil. Il suffit d'avoir une odeur qui me ramène à quelque chose de traumatisant, une vue, bon, comme je le dis tout à l'heure, la vue d'une personne qui me rappelle une personne avec laquelle eh bien, j'ai des histoires. Ça peut être bien sûr le son, ça tout le monde connaît, hein, une musique ou alors un bruit, et puis le goût. Donc, tout cela va me ramener à quelque chose de traumatisant et automatiquement, eh ben, il va y avoir un blitz qui va se passer au niveau corporel avec une sorte de parasitage du système énergétique corporel et immédiatement va naître l'émotion perturbante, ce qu'on appelle également émotion négative. Alors, les effets physiologiques des émotions, eh bien, lorsqu'on est en grande émotion, il y a la dilatation des pupilles, on observe l'accélération du rythme cardiaque, l'augmentation de la tension artérielle. Donc, c'est pour cela aussi que on comprend bien que la phase pathologique du stress vient après un certain temps, au-delà d'un mois, à cause justement de toutes ces caractéristiques qui viennent lors des émotions perturbantes. Rétrécissement des parois artérielles, donc on va avoir l'augmentation de l'adrénaline, du taux de cholestérol, du taux de glycémie, et puis bien sûr du cortisol. Alors le cortisol va avoir en même temps différents effets, c'est qu'il va avoir un effet inflammatoire, il va démobiliser toute une sorte de processus enzymatiques, de réserve nutritionnelle, et il va donc, à un moment donné, porter vraiment préjudice à l'organisme, sans parler de l'acidification de l'organisme. On observe bien sûr transpiration excessive, ça c'est bien connu également la nuit, contraction des intestins, on va passer de périodes de constipation à des périodes de diarrhée, contraction musculaire avec des crampes, augmentation du taux de cortisol, donc je le ramène une deuxième fois parce que c'est quelque chose qui est foncièrement délétère. Donc, je parlais tout à l'heure au début de la dépression et du burn-out qui vont découler du stress, notamment à partir d'un certain moment, lorsqu'on va aborder la phase dite d'épuisement. On va parler de ces deux éléments-là en essayant de comprendre la différence. Quelle différence y a-t-il entre une dépression? Quelle différence avec le burn-out? Alors, dans les deux cas, de toute façon, il y a une situation qui se met en place, c'est la mort du cortex préfrontal. Il manque un R à frontal ici. Alors, en cas de stress prolongé, les cellules cérébrales meurent lentement. Petit à petit, on a une perte de cellules cérébrales, et c'est tout d'abord la partie gauche du cortex préfrontal qui meurt le premier. Alors c'est celui en fait qui est en lien avec les belles idées, les idées positives,
les bons sentiments, la bonne humeur. Et cela va procurer du pessimisme et débuter donc la dépression. Ça, c'est le début. C'est le début lorsqu'on est en stress prolongé. Eh bien, voilà comment cela commence. Ensuite, une fois que cette partie meurt, eh bien, c'est la partie droite du cortex préfrontal qui, à son tour, va mourir. Alors, cette partie droite, c'est celle, en fait, qui est en lien avec les pensées perturbantes, les sentiments perturbants. Alors, cela va avoir comme résultat la grosse fatigue que l'on connaît dans ces moments-là et la perte de sentiments. On n'a plus le goût à rien. Cette fatigue, normalement, lorsqu'on la sent, elle doit nous indiquer que c'est le temps de s'arrêter, de se reposer, de faire un break, de réfléchir pourquoi j'en suis là et que dois-je faire. Voilà. Ça serait l'idéal pour éviter de passer de l'autre côté. Malheureusement, le mode de vie que l'on connaît, eh bien, il pousse à continuer à ne pas écouter les signaux du corps et à prendre même des excitants et à continuer coûte que coûte. Donc, c'est là que l'on va risquer la dépression, le burn-out. Donc, les différents subterfuges sont employés comme la volonté dictée par l'éducation. On doit continuer coûte que coûte. On va trouver moyen avec la cigarette, avec l'alimentation, avec des médicaments, jusqu'au moment où ça va craquer. Et là, c'est le burn-out. C'est le burn-out, voire la dépression. Là, on n'a encore pas fait le distinguo entre les deux. Voyons donc maintenant cette différence. En fait, déjà, dans la différence entre la dépression et le burn-out, il y a des symptômes qui se ressemblent. C'est pour ça que difficile jusqu'à maintenant d'y voir clair entre ces deux éléments. Il y a l'épuisement, ça on l'a vu, on l'a compris, et il y a les troubles de la mémoire et de la concentration. Dans les deux cas, on se retrouve épuisé et donc on a cette perte au niveau de la mémoire et troubles de la concentration. Alors voyons la dépression. La dépression, elle influe sur différents domaines. Tout d'abord au niveau familial, au niveau social, dans les relations avec les autres, et puis également dans le travail. Voilà. C'est trois grands domaines dans lesquels on va avoir une influence à travers la dépression. Quant au burn-out, eh bien lui, il est en lien toujours avec le travail. La grande différence, c'est que l'une, du moins la dépression, c'est plutôt le côté de la vie personnelle de la personne, et le burn-out est en lien direct avec le travail, la surcharge de travail. Et dans les derniers stades, le burn-out peut influer sur d'autres domaines, familial et également social, bien sûr. Ouais. Mais le burn-out est essentiellement lié au travail. Il faut savoir que le burn-out, les premières études qui ont été faites par le burn-out, ça a été fait à travers les métiers de soignants, les métiers de santé, notamment d'infirmiers, d'infirmières. Tout ce qui est en liaison avec la relation d'aide.
Et donc, bien dans des cas très très sérieux, eh bien, il y a parfois les deux qui s'entremêlent. Alors, selon Christina Malache, qui est une psychothérapeute américaine spécialisée dans le burn-out et dans tout ce qui est relations sociales et liées au travail, bien sûr, pour elle, donc, l'épuisement serait la composante clé du burn-out. Voilà, ça on l'a bien compris, hein, par rapport à, si on reprend la courbe de Sellier, c'est lorsqu'on arrive à cette troisième phase, la phase d'épuisement, eh bien, qu'on arrive au burn-out. Par contre, lorsque la personne est en vacances, eh bien, ça va. On récupère, on pense à autre chose, tout va mieux. Par contre, en cas de dépression, même en vacances, la personne reste dans son mal-être. Donc, si dans votre entourage, vous voyez quelqu'un qui est dans le mal-être, mais qui va bien lorsqu'elle est en vacances, c'est qu'elle risque ou elle est proche du burn-out. Par contre, si elle ne va pas bien et qu'elle n'a même pas le goût au loisir, aux vacances, elle est plus proche de la dépression. Voilà, j'espère déjà que vous avez une première approche de ce qu'est la dépression, ce qu'est le burn-out, que vous aviez déjà une première grande connaissance du mécanisme, de tout ce qui se met en place, qui amène à tomber en dépression, à tomber dans le burn-out, d'atteindre en fait le burn-out. Voyons donc spécifiquement le burn-out et ensuite comment le prévenir. Donc bien sûr, le mieux pour le prévenir, on a bien compris, c'est d'écouter les premiers signes, les premiers signaux du corps. Et lorsque, en même temps, on commence à avoir euh, moins de goût, moins de plaisir. Alors là, si on veut définir le burn-out, eh bien, c'est déjà, eh bien, ça va pas bien et on n'écoute pas son corps. Voilà, les premiers signaux du corps. Problème de mémoire, de concentration, ça on l'a vu. On commence à ne plus bien planifier, à plus voir clair. On est dans le brouillard. Et puis aussi, on a les premières douleurs, tensions musculo-squelettiques. On a également une définition dans le Larousse que l'on peut lire. Le burn-out est un état dépressif lié au milieu professionnel. Voilà, là, ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Ce n'est pas de la dépression, mais c'est un état dépressif qui est en lien avec le travail. Au départ associé aux catégories professionnelles aidantes, comme je le disais tout à l'heure, cette catégorie sociale, professionnelle, cette catégorie a été la première chez laquelle on a étudié le burn-out. Il est désormais reconnu qu'il touche tous les types d'emplois. Voilà. On sait que ce n'est pas uniquement dans les métiers de santé que le burn-out existe. Les premières recherches sur le syndrome d'épuisement au travail sont attribuées au psychiatre et psychothérapeute Herbert Freudenberger dès 1974. Cependant, le concept de burn-out est posé déjà en 1959 par un Français, Claude Weil. Pour ma part, je m'appuie beaucoup sur les travaux, encore une fois, de Christina Malache. Voyons d'ailleurs les trois critères du syndrome selon Christina Malache. Donc le premier critère, l'épuisement émotionnel professionnel. Dans ce cas-là, la fatigue est chronique. On a la sensation d'être totalement vidé de toute ressource, tant au niveau physique que psychique. On a des émotions perturbantes qui se font jour et bien sûr des ressentis négatifs, surtout des sensations de frustration, d'aigreur et bien sûr de démotivation.
Et puis, on commence à avoir des crises de larmes et une impossibilité de ressentir de nouvelles émotions. Donc, on commence à se prendre cette chape dans laquelle eh bien, on n'a plus de possibilité d'échapper. Après l'épuisement émotionnel professionnel, le second critère du syndrome selon Malache, alors il y a d'autres éléments dans l'épuisement émotionnel professionnel, il y a la fatigue chronique, des émotions perturbantes, des crises de larmes comme on vient de le voir, qui sont en fait le, le lien direct avec la perte de l'engagement. Cette première phase, en fait, eh bien, c'est l'approche de cette perte de l'engagement. La personne n'a plus de possibilité de s'engager dans de nouvelles situations, nouvelles tâches. Le second critère, donc, c'est la dépersonnalisation. Alors là, on a une attitude négative envers les autres, avec cette impatience, on est irritable, on a de la culpabilité, on va regretter des choses, on va moraliser, on va même minimiser certaines difficultés. C'est ce qu'on voit notamment chez les patients qui sont souvent à amoindrir leurs difficultés. Il y a cette déshumanisation également avec les autres. Donc là, on commence à devenir agressif, tant sur le plan physique que psychologique. On peut être maltraitant. Alors ça, c'est d'ailleurs une des problématiques dans les métiers de santé, dans le métier de relation d'aide, lorsque cette déshumanisation, décidément, c'est pas facile à dire, quand celle-ci donc bien intervient. Les responsabilités sont rejetées vers les autres. Alors là, bien sûr, on se sent plus victime dans ces cas-là. En fait, on perd tout contrôle de soi. Et là, on est dans la perte des sentiments. Et le troisième critère, c'est la diminution de l'accomplissement personnel. En fait, c'est la conséquence des deux premiers critères, avec cette sensation que bien, le travail est complètement inintéressant, il est inefficace, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que je fais dans le boulot, qu'est-ce que je fais au milieu de ces gens-là. Donc, on n'a plus du tout confiance en soi. On se remet même en question sur les capacités intellectuelles, sur son efficacité. Et puis, on commence à se dévaloriser. Donc, il n'y a plus du tout d'adéquation entre le poste et le travailleur. Voilà donc les trois critères du syndrome selon Christina Amadas. Après les trois critères, voyons maintenant 4 étapes dans le burn-out. Tout d'abord, il y a une phase euphorique, c'est-à-dire qu'il y a une grosse motivation. On met beaucoup d'espoir pour accomplir ces tâches. On y croit énormément. On y croit tellement qu'on va débaucher une grande énergie et on va s'engager quelle que soit la durée. Alors, ce qui fait que, eh bien, on va commencer à devoir une mauvaise hygiène de vie au niveau alimentaire, avec, on va peut-être moins dormir, on va ramener du travail à la maison, on va moins s'occuper de sa famille, de ses amis, etc. On va commencer à se perdre dans le travail petit à petit. Parce qu'on y croit. Là, on y croit, on est dans la phase d'euphorie. Par contre, arrive une deuxième phase, la phase stagnante. Là, on commence déjà commencer à douter. Hein. La motivation, elle diminue. Parce que les résultats ils ne sont pas forcément là comme on s'y attendait. Et puis, là, on a mis beaucoup d'efforts, on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, on va s'interroger sur son avenir. Et puis, bien sûr, ce sont les frustrations. Les frustrations d'avoir laissé passer du temps où on aurait pu faire autre chose, profiter de sa famille, de ses enfants, des loisirs, partir en vacances.
profiter de ses soirées au lieu de travailler à la maison. C'est cette étape-là qui commence déjà où ça commence à tourner au vinaigre. Et puis, eh bien, la troisième phase, eh bien, c'est la phase, encore une fois, d'épuisement. On arrive à la phase d'épuisement, où là, eh bien, on a pris conscience que de toute façon, eh bien, tout ce qu'on a mis en place, eh bien, ça ne aboutira pas. Donc là, c'est la désillusion. On tombe de haut. Et c'est là que, bien sûr, le soufflet retombe et c'est la grosse fatigue, la fatigue chronique, avec les douleurs même qui vont encore s'insérer dans son corps, avec des problèmes de mémoire, de concentration, encore une fois, de brouillard, dans la brume. Là, on est perdu, complètement perdu, épuisé, épuisé complet. Plus d'intérêt, plus rien. Et on devient même cynique. Eh oui, bien sûr. Et à la fin, on s'isole. On ne veut plus voir personne, plus personne ne veut nous voir, évidemment. On est cynique avec les autres, on ne s'intéresse plus à rien, on n'a plus de goût à rien. Donc, eh bien, on s'isole. C'est là qu'on peut tomber dans des excès. Alcool, drogue, etc. Et la quatrième étape, eh bien, c'est la dernière, c'est l'arrêt. Il n'y a plus rien, plus de son, plus d'image. On ne peut plus continuer. En fait, le corps, lui, le corps, la tête, bien, n'en peut plus. Il dit stop, hein, ces deux éléments disent stop, l'organisme dit stop, tu ne m'as pas écouté, on t'a mis des signaux, tu n'as pas écouté, tu n'as pas récupéré, tu n'es pas passé à autre chose. Eh bien, on arrête tout. Et donc, il n'y a plus rien qui fonctionne. Toutes les lumières sont éteintes. C'est donc le burn-out. Voilà. Après les critères, les étapes, on comprend mieux ce qu'est le burn-out, qui lui, encore une fois, est en lien direct avec le milieu du travail. Je rappelle, 36% des Français ont déclaré un burn-out ces dernières années. Voyons maintenant la prévention du burn-out. Alors, tout d'abord, la première chose, bien sûr, lorsqu'on peut encore, donc c'est bien avant, c'est d'avoir une attitude mentale positive, bien sûr. Alors, ma définition, c'est quoi? C'est en fait avoir des pensées qui vont être créatrices et donc qui vont nous mettre dans une action positive pour réussir, avoir un comportement à travers donc des pensées positives. Ces pensées qui vont provenir de ce que l'on va mettre en place. Donc parfois, cela va aussi demander de sortir de cette zone de confort, d'élargir son cadre de référence pour trouver des ressources. Nos pensées doivent donc être positives, donc créatrices. Si on veut qu'elles soient créatrices dans le bon sens, il faut qu'elles soient positives, parce qu'elles seront toujours créatrices de toute façon, mais si elles sont négatives, elles vont créer des actions négatives. Il ne faut pas oublier que ces pensées font partie des lois de l'univers, de ces lois universelles. Elles provoquent une véritable attraction, parce que les pensées, ce sont des fréquences, et les fréquences s'attirent les unes des autres. On attire donc autour de soi des gens et des situations en relation avec les pensées du moment. En fait, nous sommes des émetteurs, nous sommes des récepteurs. Nos pensées vont donc envoyer les fréquences comme des aimants qui vont aller capter le même type de fréquence que celle envoyée à travers mes pensées. L'amour attire l'amour, comme la fleur attire l'abeille. Et donc le mal, bien sûr, lui attire le mal. On l'aura bien compris.
En fait, comme je le répète souvent dans mes formations, nous n'attirons pas à nous ce que nous voulons, mais nous attirons à nous ce que nous sommes. Et c'est ce que nous vibrons qui va amener à soi ce qui est bon. Bon ou mauvais. Si je vibre d'une façon négative, bien sûr, je ne vais pas recevoir quelque chose de positif. Donc j'ai beau me dire, oui, je fais tout pour que ça aille mieux, je vais aller mieux, etc. Si je ne le vibre pas, il va y avoir des interférences. Nous sommes donc ce que nous pensons. Petit rappel de ce que disait Gandhi, vos croyances deviennent vos pensées, qui elles deviennent les mots à travers donc lesquels nous allons nous exprimer, les mots, les écrits, c'est la même chose, qui vont nous faire agir, on va agir à travers ces mots, et puis que l'on va défendre, puisque ça va devenir des habitudes et des valeurs, et puis tout cela, eh bien, combine, tout cela combiné devient notre destinée. Donc, changer ses croyances, c'est s'ouvrir les portes de tous les possibles. Ça, c'est euh, une autre, une autre vue que j'amène souvent dans mes formations. Changez vos croyances et vous ouvrez tous les portes des possibles parce que, en fait, vous arrivez à intervenir sur votre destinée. Si les signaux du moment vous montrent que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à votre place, si votre corps vous le fait sentir, eh bien, il faut l'écouter. Prévenir le burn-out au niveau individuel. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, il faut donc changer les choses. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on vient de se dire. Euh, si on ne change rien au niveau de son cadre de référence, si on continue à se plaindre, à rester la victime dans la société dans laquelle on est, eh bien, il ne va rien se passer de nouveau. Et Einstein disait, eh bien, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si on continue à faire la même chose, à penser la même chose, eh bien, on va émettre toujours le même type de fréquence et on va avoir aucun résultat différent. On va avoir les mêmes résultats. Ça serait donc la première chose au niveau individuel à appliquer. Donc, écouter les signaux de son corps. Adopter un comportement ou en changer pour créer une vie harmonieuse. Comportement est un lien direct avec le cadre de référence, avec donc mes pensées. Donc, si je change tout cela, je vais changer cette destinée dont on parlait tout à l'heure. Et donc, j'ai la possibilité de créer une autre vie. Alors, peu importe la vie, pour les uns et les autres. Ce qui peut être intéressant pour l'un ne va pas forcément être intéressant pour l'autre, mais à chaque personne de trouver sa voie, sa destinée. Donc, à chacun de s'interroger sur quoi agir, intervenir. Mais rappelez-vous que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ensuite, prendre du plaisir avec ce que l'on aime. On sait que la joie de vivre stimule la partie gauche du cortex préfrontal qui active les pensées positives. Donc, il faut l'entretenir. Rappelez-vous que au début, dans le cortex préfrontal, la mort des neurones, c'est celle des parties gauches qui meurent les premières. La joie, le plaisir contribuent au bien-être en maîtrisant le stress et donc en évitant d'arriver à la phase d'épuisement, du burn-out.
adopter une alimentation équilibrée. Fruits, légumes, des antioxydants, bien sûr, que l'on va retrouver dans les fruits et les légumes, les poissons de mer froide, riches en oméga 3, qui vont permettre de réparer les tissus, les sardines, saumon, harengs, morues, etc. Les rations de fruits et légumes devraient être présentes dans chaque repas. Alors, on peut faire appel également à quelques compléments comme les plantes, les vitamines, minéraux, huiles essentielles et élixirs floraux. Alors, bien sûr, j'ai fait une sélection, je n'ai pas mis tout, c'est impossible, mais je pense notamment à la schizandra, qui va permettre d'apprivoiser le stress et donc tout risque de surménage. Je pense également à l'astragale pour calmer l'anxiété et permettre de mieux s'adapter. Rhodiola, ou l'orpin rose, c'est l'image que vous avez sur l'écran. La rhodiola qui augmente la résistance au stress et augmente la concentration. On voit que ces trois plantes ont une synergie entre elles. On peut rajouter les l'éleutérocoque pour augmenter également la résistance au stress et également face à la fatigue. Quelques vitamines minéraux, alors vitamine B1, B2, B6 qui interviennent beaucoup dans les synthèses et au niveau cérébral, le magnésium pour favoriser le bon fonctionnement du système nerveux. Alors j'ai rajouté une huile essentielle basique tropicale pour stimuler le système nerveux. On a également des huiles essentielles calmantes qu'on peut utiliser. Je pense notamment à la lavande vraie. La lavande vraie, notamment si en plus on a des problèmes pour dormir. C'est une huile essentielle qui a été étudiée au même niveau, au même titre que les benzodiazépines. Donc il suffit de se masser du poignet, le plexus, d'en diffuser dans les pièces et cela va avoir un effet calmant. Les huiles essentielles à base de citrus en diffusion dans l'atmosphère est également calmante. En fleur de bac, il y a olive pour diminuer les fatigues, qu'elles soient physiques et nerveuses. On peut penser à d'autres fleurs de bac, on est d'accord. Notamment, on peut penser à la centaurée, surtout au niveau du travail, quand les personnes eh bien, n'ont pas la possibilité, le courage de dire non et donc de continuer à prendre des charges de travail alors qu'elles devraient dire stop, j'en peux plus. Non, je continue parce que je ne sais pas dire non. Donc à ce moment-là, dans ce cas-là, on peut rajouter centaurée avec olive. En fait, c'est je dirais, un petit mixte par rapport à ce que moi je fais à travers mes consultations. Bien sûr, pas uniquement avec avec ces plantes, vitamines, minéraux et fleurs de bac qui sont ici, mais c'est l'esprit. Voilà, l'esprit, après avoir recadré l'alimentation, on va avoir vis-à-vis de chaque personnalité, de chaque comportement, de chaque type de personne, eh bien, les plantes, les vitamines, les minéraux, l'aromathérapie et les fleurs de bac qui peuvent s'insérer pour aider la personne à mieux s'adapter, à mieux récupérer et à sortir de cette spirale qui l'envoie plutôt vers le bas au niveau du burn-out. Ne pas oublier l'activité physique, très important, bouger, 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 faire du sport chaque semaine. Adopter des techniques de respiration, la cohérence cardiaque, la technique de veille, pour dormir notamment. J'inspire, je compte jusqu'à 4, je bloque, je compte jusqu'à 7, et je souffle, je compte jusqu'à 8. Ça aide à s'endormir. Pour mieux en savoir plus par rapport à ces différentes techniques et avoir d'autres techniques, vous pouvez aller vous rendre sur mon blog Devenez Zen. Vous avez dans catégorie, vous avez des méthodes où j'apporte quelques éléments pour aider cette prise en charge.
Alors, d'autres techniques comme la sophrologie pour la gestion du stress, l'EFT, Emotional Freedom Technique, c'est celle que j'utilise, c'est cette méthode de psychothérapie qui est la plus étudiée au monde, avec laquelle on a énormément de résultats au niveau d'études qui vont nous montrer même cette fonction au niveau d'expression des gènes. Donc, c'est une méthode, aussi bien la sophrologie aide à gérer le stress que le EFT permet de se libérer des causes du stress. La méditation, le Qigong, le Tai Chi Chuan, et bien sûr aussi les différents types de massages corporels pour abaisser et le corps et l'esprit. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, au tout début, lorsque nous avons commencé à parler de la mort du cortex cérébral, et surtout avant, lorsque nous avons parlé du réseau de mode par défaut, ce fonctionnement de notre cerveau qui utilise autant d'énergie que lorsqu'il est au repos que lorsqu'il est en fonction, eh bien, on va voir que par rapport à ces techniques, je pense surtout ici à deux techniques complémentaires, l'EFT et la méditation. Alors, dans la méditation, je mettrais même la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, lorsqu'on fait cette cohérence cardiaque, alors moi, je fais de la cohérence cardiaque, j'accompagne en cohérence cardiaque avec l'EFT, je mixte les deux. Et là, on a un résultat au niveau de ce réseau de mode par défaut. Ce réseau de mode par défaut qui, je vous le rappelle, est celui qui, lorsqu'on est au repos, fait fonctionner le cerveau de la même façon, c'est-à-dire que, eh bien, il va aller chercher les éléments, les souvenirs négatifs dans le passé pour nous les faire somatiser pour le futur. Voilà. Eh bien, en faisant de l'EFT, de la méditation, en couplant tout cela, eh bien, cela permet de créer du tissu au niveau du cortex préfrontal, dans la partie dorsolatérale, et qui va permettre de contrôler l'ensemble des parties du cerveau, donc au niveau du lobe occipital également, et donc contrôler cette nervosité et ces perturbations que nous avons même au repos. Voilà, donc ça, c'est à tenir compte et c'est quelque chose que j'amène, que je propose vraiment à faire régulièrement. Plus on va le faire régulièrement, plus le cerveau va prendre en compte et plus automatiquement on aura cette possibilité de s'éloigner de ce risque-là avec donc ce fonctionnement que l'on a au repos à penser au futur qui risque d'être dramatique parce que, eh bien, il est en liaison avec ce qui est passé. Et ça nous permet donc de vivre le présent, d'être présent. Car comme je le répète souvent, ce que l'on souffre dans le présent vient du passé, mais ce que nous souffrons dans le présent va être notre futur. Voilà. Puisque notre présent, eh bien, c'est le futur du passé et en même temps, c'est le passé du futur. Voilà. Donc, ce sont ici des techniques EFT, méditation, cohérence cardiaque, que j'invite vraiment à faire et qui rend de nombreux services. Alors, maîtriser le mal-être, eh bien, il faut commencer à réfléchir à l'équilibre entre le travail et la détente, faire un petit peu les choix, commencer à planifier les tâches avant d'entreprendre un travail délicat, ne pas se jeter corps et âme, réfléchir avant, et puis savoir refuser lorsqu'une surcharge de travail s'approche ou bien lorsqu'une tâche ne correspond pas à ses aspirations et ou à ses compétences. Et là, il faut savoir dire non. Donc, je rappelle que la fleur de bac, je l'ai dit tout à l'heure, avec Olive, c'est, dans ce cas-là, Centauré. Et puis, il faut alléger les exigences que l'on s'impose, et puis se traiter avec bienveillance, et puis protéger son entourage également, ses collègues. Faire des formations en techniques de gestion du stress, bien sûr. Tout cela permet une adaptation au stress et prévient le burn-out.
Maintenant, voyons au niveau professionnel l'attitude à avoir. Eh bien, encore une fois, c'est une question de changer. Changer sa façon de travailler selon son cadre de travail et ses responsabilités. Il faut éviter la monotonie, varier les tâches, commencer à dire non gentiment, rappel, s'entourer, pourvoir au nombre suffisant de personnel. Alors, voilà, selon à quel niveau hiérarchique on se trouve dans l'entreprise, eh bien, peut-être qu'il suffit juste d'augmenter le nombre de personnel ou de rééquilibrer au niveau des équipes pour que tout de suite ça aille mieux au niveau individuel. Savoir bien sûr déléguer, avoir davantage confiance en soi et surtout aux autres, parce que vouloir tout faire soi-même, à un moment donné, c'est aussi la porte ouverte à la fatigue et à l'épuisement. Réguler les horaires, respecter les horaires, peut-être arrêter de ramener du travail systématiquement à la maison. Et donc, formation régulière, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit gestion du stress, expression en public, gestion du temps, etc. Tout ce qui va contribuer à mieux organiser son travail. Faire des réunions productives pour échanger sur le travail effectué, clarifier les objectifs dans l'accompagnement, pour être sûr qu'on est dans sur la bonne stratégie, sur la bonne ligne, ne pas se lancer corps et âme, comme on le disait tout à l'heure, sur une tâche pour s'apercevoir ensuite que finalement, eh bien, on est complètement décalé par rapport aux résultats et surtout par rapport aux objectifs prévus. Se laisser une marge de manœuvre. Et puis, ne pas attendre lorsqu'il y a un problème à régler. Bien définir ses objectifs de carrière. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme concernant cette conférence de cette soirée vis-à-vis de la prévention du burn-out. J'espère sincèrement que ça va vous apporter des pistes, que ça répond un petit peu que ça a répondu à votre attente, que vous soyez en phase difficile dans votre quotidien, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Vous avez les coordonnées ici sur l'écran. Vous pourrez ensuite retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube et laisser des commentaires. Vous pouvez me joindre par mail, par téléphone, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des suggestions, s'il y a des choses que vous aimeriez approfondir. Je rappelle également que je consulte par Skype, si besoin est. Que j'anime différentes formations, formations présentielles, formations en e-learning, différents stages également. Donc voilà, je suis présent régulièrement également sur les réseaux sociaux et puis donc par le biais de conférences. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis au plaisir de vous retrouver au détour d'une prochaine conférence ou ailleurs. Voilà, bye bye, bonne soirée.